Nous sommes le 28 décembre, il nous reste quelques jours pour répondre à cette question simple. Oui ou non, voulez-vous donner les moyens à TV Liberté de poursuivre sa mission, son combat? Il nous reste moins d'une semaine pour atteindre nos objectifs financiers. Il faut donc une mobilisation sans précédent pour que TV Liberté vive en 2021. Il vous reste moins d'une semaine pour obtenir un don défiscalisé. Alors foncez sur tvliberté.com et cliquez sur la rubrique dons. Est-ce que nous pouvons compter sur vous? Aidez-nous, tout de suite, ensemble, frappons plus fort. Auteur et analyste politique de talent, Pierre-Antoine Plaquevent propose une édition augmentée et actualisée de son livre à succès, Soros et la société ouverte. C'est en vente sur la boutique officielle de TV Liberté, sur le site tvliberté.com. Et je suis heureux donc d'accueillir Pierre-Antoine Plaquevent. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour Martial. Vous avez largement enquêté sur les réseaux Soros et sur la personnalité du financier d'origine hongroise. À 90 ans. Est-ce qu'on a en face de nous un spéculateur multimilliardaire, mais avant tout un grand papy philanthrope, le père Castor de la philanthropie, ou est-ce qu'on a toujours le maître des marionnettes, comme on aime le surnommer à Bruxelles ? Pour quelqu'un de 90 ans, il est toujours très actif et on a pu voir cette année, malgré la crise du Covid, un déploiement de son activité sur différents théâtres d'opération. On a vu qu'en interne de l'Union européenne, il a attaqué systématiquement les régimes polonais et hongrois. Il a aussi appelé au début de l'année 2020, lors de la crise migratoire avec la Turquie, à soutenir Erdogan contre la Russie en Syrie, mettant sur la Russie la responsabilité des flux migratoires en direction de l'Europe. On l'a vu aussi, on a vu ces réseaux soutenir, en fait, tout ça, ce sont des dynamiques de long terme que je développe dans le livre, mais par exemple les réseaux Black Lives Matter aux États-Unis, qui ont été financés depuis des années par l'Open Society Foundation, à hauteur de 33 millions de dollars. Et avec en plus la promesse qui a été faite cet été par Soros d'augmenter encore ses financements pour arriver à ce qu'il appelle la justice et l'égalité raciale aux États-Unis. Donc on voit que partout où il y a des tensions, si on veut, des tensions politiques, géopolitiques, il intervient en faveur de son agenda stratégique. Quand vous dites « il intervient », ça veut dire qu'il s'exprime directement? Alors il s'exprime directement au travers de tribunes, souvent, qui sont repris à l'international dans différents journaux qui peuvent aussi être financés par l'Open Society par moment. C'est une fondation. Voilà, et donc par ces réseaux-là. Et en fait, et aussi, on va dire, il y a son activité, l'activité de l'Open Society Foundation est maintenant tellement vaste que ça se développe par soi-même, si on veut, et lui intervient sur certains points en disant voilà, là c'est important, et notamment, donc comme je vous disais, début de l'année 2020, il a fait une tribune qui appelait à soutenir Erdogan. Là récemment, il a fait une tribune qui appelait l'Union européenne a résisté, soi-disant, à résister à Orban, et voilà. Donc c'est un peu de cette manière-là. Et cet été, effectivement, au plus fort de la crise de Black Lives Matter aux États-Unis, la même chose. Des interventions politiques, mais quelle est la philosophie générale qui anime le milliardaire George Soros? Est-ce prioritairement la quête du profit économique? Ce qui serait d'ailleurs rassurant. Oui, voilà. Au départ, ça pouvait être ça, mais c'est finalement l'économie au service
d'une vision du monde et c'est un moyen de puissance en fait. C'est-à-dire, de toute façon, ces gens-là, on va dire les multimilliardaires, puisque lui, au moment de la rédaction du livre, je crois que sa fortune était de 24 milliards de dollars. Il en a cédé 17 milliards à sa fondation récemment. L'argent est un moyen plus qu'une fin. C'est ce qui le rend aussi intéressant à étudier, parce que c'est pas juste quelqu'un qui use de sa fortune pour accroître son bien-être personnel. C'est quelqu'un qui a une vision du monde et qui la défend et qui en fait et qui finalement on voit maintenant à la faveur du Covid-19, on voit tous ces multimilliardaires qui chacun porte un projet de société et essaye de le faire avancer en influençant les institutions internationales ou les organisations non gouvernementales, de manière à contourner les États ou les systèmes politiques classiques et pour avancer leurs projets. Il y a dans le livre des choses passionnantes, mais la notion de la pensée de Soros qui est, on le voit quand même totalement liée au fameux épistémologue qui est Karl Popper. Oui. Le terme de société ouverte, donc Open Society, vient du livre de Karl Popper qui s'intitule La société ouverte et ses ennemis, que Karl Popper avait rédigé au moment de la montée conjointe du fascisme et du communisme pour réarmer, si on veut, la démocratie libérale face à ses adversaires politiques. Donc il s'est emparé de cette thématique. Il a lui-même été formé et a rencontré Karl Popper à la London School of Economics à Londres. Donc il en a fait un peu c'était à la fois son mentor et puis ensuite son porte-drapeau, de son action. Mais il a tout de même un peu détourné cette pensée-là, puisque Popper était vraiment le critique de ce qu'il appelait les historicismes, donc finalement l'histoire érigée en science exacte. Et d'une certaine manière, paradoxalement, la vision du monde de Soros et celle des globalistes en général est une forme d'historicisme absolu qui synthétise tous les autres et qui veut arriver à une fin de l'histoire. Donc il y a un peu un détournement de la pensée critique de Popper et une instrumentalisation. Mais bien au-delà de Popper, en fait, Soros aussi parle d'autres influences, comme par exemple celle de l'anthropologue Gregory Bateson, qui est le père d'une notion qu'il a intitulée la schismogénèse et qui étudie la manière dont les groupes humains, au départ un groupe humain homogène, va se scinder sur certaines différences qui vont apparaître dans ce groupe. Et selon ces études-là vont être reprises par les milieux de la cybernétique et de l'ingénierie sociale afin justement de pouvoir influencer les sociétés de manière indirecte. En fait, Karl Popper déjà avait commencé des travaux en ce sens. Il est un des pères de l'ingénierie sociale, mais qu'il appelait l'ingénierie sociale par palier, en fait, progressive. Ces gens-là vont continuer ces travaux, notamment Gregory Bateson et les gens qui ont travaillé avec lui. Et Soros va s'inspirer de cela. Et ce qui est intéressant, c'est que Soros aussi se pense comme un philosophe. En fait, il est frustré de ne pas être reconnu comme philosophe. Et c'est ce qui, je pense aussi, dynamise son action et lui donne envie d'agir sur le monde. Et c'est ce qui m'a intéressé, c'est pour ça que je l'ai intitulé Métapolitique du globalisme, c'est que son action est vraiment à la jonction entre les idées et l'action concrète. Donc c'est ça Idée et action concrète. On a quand même pourtant le sentiment que derrière le mot société ouverte, Open Society, une société ouverte, eh bien, les reproches que vous lui faites amènent à penser que c'est une société qui n'est absolument pas ouverte. Vous dites qu'il fait preuve d'un anticonservatisme tyrannique. On est loin de l'ouverture. Et il y a peu de temps, un haut fonctionnaire hongrois a suscité un tollé général dans la presse de gauche, donc c'est un petit tollé, parce qu'il l'a traité de Hitler libéral. Je crois qu'il avait même ajouté que c'était un personnage qui était un danger pour la démocratie dans l'Union européenne. Oui, alors bon, après, c'est tourné de manière, je pense, polémique, c'est le monde politique, mais il y a quelque chose qui est assez juste, c'est dans le sens que c'est effectivement une des personnalités les plus influentes en Europe et dans l'Union européenne, notamment dans ce que je montre dans le livre, c'est à quel point il a influencé
Angela Merkel au moment de la crise des migrants de 2015. Donc, et régulièrement, quand quelque chose commence on va dire, à aller dans un sens qui lui est négatif, il intervient publiquement et il donne on va dire des ordres, mais des conseils très fermes aux hommes politiques européens pour aller dans le sens de son agenda. Et dans ce sens, alors Hitler, je ne sais pas, mais en tout cas quelqu'un qui a la vision d'ensemble et qui veut aller dans une direction et qui sait placer ses pions, si c'est ça Hitler, oui, ça y ressemble. Oui. Est-ce que... Je pose la question parce qu'on est amené à répondre à ce que dit la gauche et l'extrême gauche. Vous dites, vous focalisez sur Soros parce que ça vous fait un point d'ancrage, mais ce n'est pas la réalité. On revient à ce que je vous disais en exergue, c'est un papy philanthrope, quoi. Un papy qui aide. Non, en fait, ce que je montre dans le livre, c'est qu'en fait, c'est effectivement un point d'entrée dans la vision du monde de certaines élites qui sont ce que certains appellent la démocratie, en fait, et les multimilliardaires qui essayent de chevaucher les pouvoirs politiques institués et que les pouvoirs politiques reconnus par les populations. Et en fait, ils ont un rôle beaucoup plus important que ce qu'imaginent les gens. Et souvent, les gens d'extrême gauche, ceux qui sont bien... qui sont militants chevronnés depuis des années, savent de quoi ils retournent. Mais effectivement, les militants de base, on va dire, ne peuvent ne pas connaître ces choses-là et se faire instrumenter. Mais les groupes, par exemple, on a vu sur Black Lives Matter, on voit très clairement le financement, la chaîne de financement, si on veut. L'Open Society va financer des organisations comme la Freedom Road to Socialism aux États-Unis, et de ces organisations vont sortir des gens comme Opal Tometi et d'autres leaders d'opinion de Black Lives Matter. Donc et au bout d'un moment, c'est très simple. On a des militants politiques dans des milieux radicaux. Bon, comment peuvent fonctionner ces gens-là? De quoi ils vont vivre s'ils veulent militer à 100%? Il leur faut un financement. Donc forcément, ce financement va venir de quelque part. Et c'est là que les réseaux Soros vont intervenir. Et en fait, sa vision du monde, c'est quelque chose qui est finalement récurrent dans l'histoire, on pourrait dire, de la gauche ou du socialisme tout au long du XXe siècle. C'est ça que les gens ont souvent du mal à comprendre, c'est la haute finance qui va financer une opposition de façade ou une opposition avec laquelle elle va finalement rentrer en dialectique et pouvoir travailler de manière à court-circuiter une forme de populisme plus naturelle ou qui émergerait. Alors dans l'ouvrage, vous citez bien évidemment de différents théâtres d'opération de cette société ouverte, de cette Open Society à travers le monde. Et alors vous dites qu'il y a déjà une arme essentielle, c'est l'immigration de masse, oui, comme arme. Ah oui, l'immigration de masse, c'est ce que je vous disais, encore cette année, on en a eu l'exemple, en plein moment où l'Union européenne... Soros est censé être un européiste, défendre l'Union européenne. L'Union européenne a des flux migratoires qui viennent depuis la Turquie. Erdogan utilise ça comme levier contre l'Union européenne. Et Soros appelle à soutenir Erdogan, alors même que en Turquie, les réseaux Soros sont maintenant interdits et que les membres même de l'Open Society sont pour certains en prison, les relais turcs. Donc il appelle à faire ça parce que pour lui, c'est un ennemi stratégique vital qui doit être contré. C'est finalement ce que fait la Russie en Syrie, c'est-à-dire stabiliser la Syrie et donc à terme stabiliser les flux migratoires. Et partout où il y a on a vu cette chaîne fonctionner justement dans la crise des migrants en 2015. On avait d'un côté des ONG comme Human Rights Watch qui portaient les accusations contre Bachar al-Assad auprès de l'ONU ou des institutions internationales. Human Rights Watch qui a été dirigé par l'ancien président d'Open Society Foundation, Ari Nayer. Ari Nayer, là par exemple, c'est intéressant de voir, on a le trajet typique d'une personnalité qui a commencé dans l'extrême gauche estudiantine et qui après, à partir des années, fin des années 60, après mai 68, aux États-Unis, dans les années 70, a commencé à faire de l'influence plus indirecte et à rentrer dans l'humanitaire en fait et à rentrer dans les ONG. Donc on a beaucoup de ces gens-là. Ça correspond au profil de gens comme chez nous, comme des Kouchner ou des gens comme ça, qui ont commencé dans l'extrême gauche radicale et qui après sont tournés dans l'humanitaire, mais qui sont toujours porteurs du même projet. Ce que les gens comprennent mal souvent, c'est qu'en fait beaucoup de personnalités
là, non plus seulement du monde des ONG, mais même de la gouvernance globale en tant que telle, des institutions internationales, viennent souvent de l'international socialiste ou de ce monde-là. En fait, il y a une porosité entre l'extrême gauche, qui est finalement la version plus radicale et plus ouverte du même projet, puisque c'est finalement toujours l'internationalisme, la fin des États-nations et la création d'une forme d'humanité unique, régie par un pouvoir unique qui serait un pouvoir au service des multinationales. Et en fait, c'est ça aussi la dialectique qu'il faut arriver à comprendre, c'est d'un côté des riches financiers comme ça, qui ont un agenda à terme qui peut rejoindre certaines aspirations socialistes, mais dans le sens de la destruction de la propriété privée et du capitalisme d'entreprise entrepreneurial, si on veut. Autre arme de la société ouverte, c'est aussi ce que vous nommez la culture de mort. Un exemple parmi tant d'autres, c'est le lobbying. Là, ce sont des pages qui sont quand même assez effarantes. Le lobbying en faveur de la légalisation du cannabis aux États-Unis, notamment à travers l'élection de Trump. En même temps que l'élection de Trump, il se passe des référendums. Oui. Et cela donne une politique, d'ailleurs, qui est inverse de celle prônée par Donald Trump. Ça montre aussi, c'est une bonne illustration de ce qu'on voit depuis l'élection de Trump, c'est qu'aux États-Unis, le président a un pouvoir limité et constamment obligé de fermer, on va dire, des voies d'eau qui s'ouvrent de partout, parce que finalement, ces réseaux-là agissent et en fait, au niveau des États, ils peuvent légaliser des choses. C'est comme la légalisation de l'avortement aux États-Unis, ça s'est fait étape par étape, puis ensuite, c'est la même chose, c'est les États qui légalisent la consommation de cannabis, d'abord à des fins médicales, ensuite à des fins de loisirs. Et derrière, on retrouve toujours, à chaque fois, on a souvent peu d'activistes de terrain, mais qui vont être appuyés massivement avec les moyens pour être médiatisés. Si vous avez la conjonction de quelques activistes et des médias, vous tenez en fait, ce qui compte, c'est de tenir la narration dominante. Et c'est ce qu'ils arrivent à faire. En fait. On voit bien ça en France. Voilà. Et ce que j'ai du mal à comprendre, c'est quel est l'intérêt de George Soros, l'Open Society et le cannabis. C'est quoi? C'est déjà, il y a des tenir les gens par... Oui, alors déjà, il y a ce facteur-là, en fait. Hein. C'est ce que Brzezinski appelait le tititainment, quoi. Il disait qu'il faut un mélange d'aide sociale et de consommation et de stupéfiants pour finalement tenir la masse, en fait. Et en fait, à mesure que ces gens-là renforcent leurs intérêts économiques, finalement, il faut que la masse soit docile. Et on le voit à l'heure actuelle, ce qui se passe, la destruction de l'économie réelle. En fait, leur projet, c'est un petit peu la destruction de l'économie réelle et toujours la financiarisation accélérée de toute l'économie. Donc, il faut pour ça, finalement, fragiliser la société. Mais il y a aussi après des intérêts très concrets que je montre dans le livre, notamment des réseaux Soros avec les liens des FARC et d'autres, ou des narcotrafiquants d'Amérique du Sud. Ça, ouais. Alors, il faut lire le livre. Parce voilà. On est obligé de tracer la route, oui, bien sûr. Il y a tellement mais oui, il y a beaucoup de choses. Et il faut vraiment l'acheter et le lire parce qu'on tombe de sa chaise régulièrement. Une autre arme bien connue, c'est la guerre de l'information. Vous le citiez, un groupe de pression extrémiste qui a le soutien des médias. On le voit bien en France. Ça permet d'évoquer les violences policières et pas des policiers, etc., etc. Et là, vous citez un chiffre, 103 millions de dollars depuis les années 2000 afin de promouvoir l'agenda Soros et sa vision du monde en faveur et en direction des médias et de l'information. Oui, mais c'est en fait, je vais dire qu'ils font tout ça, mais par exemple, si on regarde la Fondation Gates a aussi donné, je crois, 11 millions d'euros au monde dans le cadre d'un financement qui est pour la présentation des méthodes sanitaires ou de vaccination. Voilà. Enfin, chaque fondation, finalement, fait ce type d'influence. C'est tout un monde qui est ça permet quand même à la presse de rester libre, non? Voilà, c'est ça. La presse, du coup, est financée par l'argent public et aussi par ces fondations pour dire à la population, vendre à la population et rendre acceptables des intérêts qui vont contre ses intérêts. Oui, mais par exemple, quand la sœur d'Adama Traoré est considérée par le journal Time américain comme la personne la plus résistante et la plus en confiance de l'année, vous ne me dites pas, il n'y a pas les réseaux Soros, là, quand même. Ah oui, c'est toujours... Oui, ça c'est... Si, il y a les réseaux Soros. Vous voyez, Tam Traoré, vous dites, il y a un lien philanthropique. Il y a un lien
moyens philanthropiques de tout ce milieu, on va dire, de la philanthropie politisée. Et donc là, je n'ai pas étudié précisément ce cas-là sur la pochette du Time, mais en tout cas, Soros, le lien avec les Black Lives Matter est avéré. Et donc oui, et après, dans des séquences, par exemple, là, on voit la séquence actuelle sur les contrôles aux faciès. Bon, ça fait des années que l'Open Society, même en France, via l'Open Society Justice Initiative, a financé des campagnes en ce sens-là en France. Vous dites quand même que cette emprise, elle est de plus en plus contestée, de plus en plus visible aussi, d'ailleurs, les gens s'en aperçoivent, d'où la naissance, par exemple, de médias non alignés, indépendants. Oui. Donc il y a quand même une réaction. Ah, il y a une réaction, mais le tout, c'est d'arriver pour eux à contrer la réaction par tous les moyens possibles. Mais je pense que ce qu'on a vu se mettre en place cette année, ça n'est pas pour rien que c'est arrivé cette année à la faveur du Covid-19. C'est-à-dire que l'on disait l'année de l'élection, de la réélection américaine, ils ont vraiment lancé différents fronts, notamment le Black Lives Matter. On a vu toutes les personnalités démocrates s'aligner là-dessus. Et on a vu là vraiment la jonction entre l'extrême gauche radicale et le personnel politique du Parti démocrate américain. Et après, par extension, dans les autres pays occidentaux, les relais de toute cette internationale hollywoodienne aussi. Hollywoodienne, ouais. La question que tout le monde se pose, bien sûr, et là on rôde autour, c'est de savoir si les réseaux Soros, ils agissent aussi en France. Alors oui, ils agissent en France, toujours de la même manière, par l'influence en fait, c'est-à-dire et notamment par le financement de certaines ONG ou les liens avec certaines personnalités. Donc oui, ce que je vous disais, c'était par exemple l'Open Society Justice Initiative qui travaille avec la Ligue des droits de l'homme par exemple sur ces questions-là de contrôle aux faciès depuis des années. Des hommes politiques, enfin plutôt des hommes métapolitiques comme Jacques Attali ne se sont jamais cachés de leur proximité avec George Soros. Jacques Attali, du temps où il était président de la BERD, à la fin de l'effondrement du bloc soviétique, a bénéficié de l'appui de Soros et lui-même aider Soros à ouvrir les marchés dans ce secteur-là. Vous dites même, vous allez plus loin, vous dites que là, il y a la volonté des réseaux Soros d'influencer le personnel politique, ça ne va pas être très difficile, d'influencer la justice. Jusqu'à quel point on le fait? On ne peut pas considérer que Soros, c'est la porte ouverte à l'Élysée quand même. Avec Macron, on peut se demander, parce que si on regarde par exemple la politique qui a été menée par Macron depuis des années, on est vraiment en tout cas dans l'agenda sorosien, finalement, y compris dans cette intégration toujours plus renforcée avec l'Allemagne, mais dans l'optique de créer un pôle continental européen de la gouvernance mondiale. Parce que c'est ça la vision européenne d'un Soros, c'est ça. Il faut qu'il y ait une Europe région qui soit une région monde d'un ensemble mondial. Est-ce que vous corroborez ici les récents propos du directeur de l'European Center for Law and Justice, Gregor Pupink, qui est venu d'ailleurs à TV Liberté à d'autres occasions, et qui déclare que, en gros, la CEDH, c'est-à-dire la Cour européenne des droits de l'homme, a été financée directement par l'Open Society Foundation? C'est le Conseil de l'Europe qui est financé qui a reçu des financements de l'Open Society et aussi de Microsoft, de Bill Gates. Et en fait, la CEDH, oui, c'est surtout dans la nomination de juges qui ont été militants ou proches des ONG de Soros. Ça, c'est avéré, et notamment le dossier justement qu'avait produit l'association de M. Pupin, qui avait montré très clairement ces choses-là. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'après la publication de ce dossier, la CEDH ne s'était pas démontée et avait nommé encore à une fonction importante interne comme juge une personnalité liée à l'Open Society Foundation et qui avait été aussi avocate des Pussy Riot, ces femmes qui avaient profané la cathédrale de Moscou. Voilà. Donc on voit ces gens-là qui placent leurs pions partout où ils peuvent. En fait. Dans le financement du Conseil de l'Europe, là, vous dites qu'à côté de Soros, il apparaît le nom de Bill Gates et Microsoft.
Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces deux hommes? Est-ce qu'ils avancent comme les deux pieds d'un même homme, ou est-ce que ce sont deux destins, deux agendas différents et deux visions du monde différentes? Alors déjà, ils sont issus du même milieu, si on veut, qui est cette haute finance qui a une visée vraiment post-nationale, en fait, et qui considère que finalement, eux sont plus à même de régler les problèmes de la société au niveau global, toujours, quand ils disent le terme global, c'est au niveau mondial, c'est-à-dire d'une gouvernance mondiale, et en fait, les liens aussi, d'investissement, par exemple, Soros et Gates ont investi dans certaines mêmes sociétés de biotechnologie qui développent actuellement les recherches sur les nouveaux vaccins sur le Covid-19, que je crois c'est une société qui s'appelle Investcell aussi en Belgique. Et aussi, surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en 2009, se sont réunis à l'appel de Bill Gates, toute une série de personnalités importantes de cette philanthropie, de ce philantro-capitalisme, je l'appelle philantro-globalisme plutôt, dont Soros, Bill Gates, David Rockefeller, qui était vivant à l'époque, Warren Buffett, et tous des gens dont chacun représente plusieurs milliards, les gens les plus riches de la Terre, pour faire une réunion à visée politique en quelque sorte. Et en fait, cette réunion a été appelée le Good Club. Alors, c'est le bon club ou le club du bien, je ne sais pas comment on peut le traduire. Et en fait, dans cette réunion, ils ont défini plusieurs objectifs stratégiques que devraient avoir en commun ces philanthro-globalistes. Parmi ces objectifs, l'écologie, la transition écologique, le réchauffement climatique et la surpopulation. Et on voit en fait tous des thèmes qui sont maintenant repris, actualisés, renforcés et même durcis dans le sens autoritaire par les écrits et les propos de Klaus Schwab du Forum économique mondial. Voilà. Donc je pense que tout ça est coordonné. Ce que j'ai essayé de faire, c'est un travail vraiment un travail vraiment d'étude, mais à la fin, on voit que ces choses-là convergent et on voit qu'il y a un milieu, c'est pour ça que j'ai appelé ça métapolitique, qui n'est pas directement politique, mais qui a vocation à créer la forme politique de l'avenir, si on veut, qui sera post-étatique. Soros a été qualifié par Viktor Orban il y a peu de temps de criminel économique. Il a 90 ans, centenaire, et au-delà si il a trouvé la méthode. Mais après Soros, l'après-Soros, déjà, on est débarrassé du problème ou... Alors, c'est vrai qu'en tant que penseur et que personne qui a la vision d'ensemble, il va sûrement manquer à ces réseaux. Mais il a déjà transmis le flambeau à son fils, Alexandre Soros, et aussi à sa fille. Et en fait, et puis c'est une telle machine que ça va continuer. Et si on veut, il faut le voir, cette gouvernance globale dont on nous parle tant, ce n'est pas un gouvernement direct. Donc en fait, chacun de ces personnages a comme un champ d'activité privilégié. Et c'est un petit peu comme si chacun était déjà potentiellement un ministre d'un gouvernement mondial, si on veut. Soros s'occupe vraiment de politique et de politique étrangère. Bill Gates s'occupe de questions sanitaires ou même d'agriculture ou de choses comme ça. Warren Buffett d'écologie et de questions sanitaires avec Gates. Enfin, chacun a un secteur d'activité avec des moyens d'influence colossaux, quand on sait que la fondation Gates est le deuxième financier de l'OMS après les États-Unis. Donc on a vraiment une sorte de pouvoir métapolitique qui se met en place. Et en fait, sans que la population ait été consultée à aucun moment, et avec toujours le paravent de l'humanitarisme et des droits de l'homme, de la société ouverte, du bien, voilà. Et il faut voir aussi, moi j'utilise ce symbole-là parce que Soros a été formé dans la London School of Economics, qui a été elle-même fondée par des personnes au XIXe siècle, issues de l'élite anglaise, mais qui étaient acquises justement aux idées socialistes planificatrices, mais qui seraient mises en place par l'élite et par les financiers. C'était la fameuse société fabienne. Ces gens-là avaient pris comme premier symbole un loup déguisé en agneau.
ce n'est pas pour rien. C'est comme ça qu'ils se présentent. Ils se présentent comme agneaux, comme gens qui vont faire le bien. Mais derrière, il y a une volonté de puissance qui n'est pas déclarée publiquement, mais qui va se voir de plus en plus à la faveur. Quand on lit les écrits comme le Great Reset ou ce qui est la grande réinitialisation, ce genre de choses-là maintenant, ils vont devoir avancer de plus en plus au grand jour. Au grand jour. Et ce livre va nous permettre d'avoir une synthèse des origines intellectuelles du phénomène Soros, des instruments qui lui ont aussi permis d'accumuler les ressources financières astronomiques et aussi d'étendre ses tentacules à l'échelle mondiale. Je vous invite à lire Soros et la société ouverte en cette fin d'année. Merci Pierre-Antoine Poitvin. Merci à vous.